Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'habitat alternatif. Et pour ça, j'accueille Pascal Faucompré, présidente de Shearings et éditeur du média Bill Green. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Bonjour Célia, ça va très bien, merci. Super. Du coup, pour donner un peu le contexte du thème abordé aujourd'hui à nos auditeurs, je vais expliquer qu'est-ce que Bill Green. Donc, c'est un média communautaire qui est porté sur l'habitat de demain et qui propose des alternatives écologiques pour l'habitat de demain. Tu me disais d'ailleurs qu'il fallait faire attention parce que l'habitat alternatif ne signifie pas toujours forcément écologique. Donc, j'ai hâte que tu nous expliques pourquoi. Et puis, pour commencer, tu pourrais peut-être déjà nous expliquer un peu ce que représente l'habitat dans le dérèglement climatique en termes de part. Alors oui, aujourd'hui, en fait, l'habitat se retrouve confronté à 3 enjeux, 3 défis pour les années à venir. Le premier, c'est un défi environnemental. Il est maintenant confirmé que par le GIEC que l'homme est responsable des principales émissions de gaz à effet de serre et qui ont pour conséquence donc des dérèglements climatiques. Or, l'Europe nous impose un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon de 2030. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Mais la part dans, on va dire, l'habitat au quotidien, c'est aujourd'hui les données qui sont données par différents organismes entre 25 et 40% pour l'habitat des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est relativement important. Donc on a un enjeu environnemental avec un dérèglement climatique qui demande beaucoup plus de besoins en énergie, que ça soit en hiver parce que on va avoir des épisodes de plus en plus froids, même si on a des hivers moyennement plus chauds, on a aussi des épisodes de plus en plus froids, donc on a besoin de bien s'isoler, comme en été. Et là, l'été, on est en train de le vivre en ce moment. On a une vague de chaleur qui arrive sur la France, et donc on a besoin aussi d'améliorer notre isolation thermique l'été, ce qu'on appelle le confort d'été. On a aussi des phénomènes climatiques qui vont survenir dans les années à venir de plus en plus couramment, que ce soit des tempêtes, des pluies fortes, de la grêle, des canicules, comme on le vit en ce moment. Ça va nécessiter plus de durabilité dans les biens qui sont construits ou rénovés, et aussi dans le choix de l'emplacement. Donc ça, c'est aussi un enjeu important. Et on a un autre phénomène dans le défi climatique, c'est le manque d'eau. On le vit aussi cette année en 2022. On manque de plus en plus d'eau. Il y a de nombreuses régions qui déjà au mois de mars-avril étaient en restriction d'eau. Moi, je suis en Anjou, et en Anjou, on a manqué beaucoup d'eau cet hiver, et donc aujourd'hui, on est en restriction d'eau. Donc il faut prévoir ça dans les années à venir. C'est un défi en approvisionnement notamment. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur le bâti, notamment dans les zones argileuses où on a de plus en plus de bâtiments, et les assurances ont révélé dans des études qu'il y a de plus en plus de fissures, d'affaissements dans toutes ces régions argileuses, et donc ça a aussi des conséquences sur la pathologie des bâtiments. Dernière problématique environnementale, c'est le problème de la recyclabilité des matériaux. Aujourd'hui, de nombreux matériaux sont pas recyclables. Je pense notamment au plastique, au polystyrène, au polyuréthane, aux laines minérales, à toutes les colles aussi qui sont ajoutées à tous les matériaux. Et bien tout ça, ça devient des déchets qui sont très très difficiles à traiter. Donc cela va engendrer forcément dans les années à venir des surcoûts et des besoins en matériaux importants. Or, dans le deuxième défi qui est aussi important pour les années à venir, c'est le manque de ressources. Nous sommes dans un monde fini où les ressources ne sont pas inépuisables, et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, on se trouve aujourd'hui, par exemple, dans des conflits internationaux, avec des guerres comme en Ukraine en ce moment. En Chine, c'est très chaud avec Taïwan. Et donc, ça nous donne des disponibilités de matériaux qui sont de plus en plus compliquées. On atteint aussi des pics de besoins pour certains matériaux. Je pense notamment au bois, au sable, au pétrole, aux métaux rares. Et donc, ça devient de plus en
plus compliqué de se fournir. Et c'est aussi le problème, par exemple, du lithium, par exemple pour les batteries. Donc on en parle beaucoup pour les batteries d'automobile, mais on oublie aussi que dans l'habitat, on a besoin des batteries pour le solaire. Et c'est aussi un problème pour les années à venir. On a beaucoup de matériaux qui demandent beaucoup d'énergie à fabriquer aussi. Et donc ça aussi, pour les ressources, c'est extrêmement important. Je pense notamment aux laines minérales, aux briques de terre cuite, au ciment. Ça demande énormément d'énergie et qui aussi bien pour la fabrication, mais aussi pour le transport. Et c'est des matériaux qui sont aussi souvent difficiles à recycler. Dernier enjeu sur les ressources, c'est le besoin en énergie. Pour donc fabriquer tout ça, on a besoin d'énergie, d'électricité notamment, et aussi pour le quotidien, pour son habitat, on a besoin d'électricité pour son chauffage, pour l'eau chaude. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rechercher d'aller un petit peu plus vers l'autonomie et une amélioration du confort thermique. Dernier enjeu, et je m'arrêterai là, c'est l'impact sanitaire. Et c'est pas des moindres non plus, hein, puisque de nombreux matériaux polluent l'environnement. Donc que ça soit à leur fabrication. Hein, on oublie aussi que certains matériaux, quand on les fabrique, ça demande aussi de l'énergie, donc ils sont polluants. Mais jusqu'à leur recyclage. Hein, je pense à tous les matériaux à base pétrochimique. Ceux-là, ils sont extrêmement compliqués à recycler, mais ils polluent aussi au quotidien dans notre environnement intérieur. Donc il faut bien prendre en compte ces 3 paramètres dans le choix de son habitat, dans son emplacement, son exposition, sa conception, ses matériaux, mais ça, on va y revenir. D'accord, écoute, merci beaucoup pour cette première présentation. Toi, au vu de ton expérience, de tes compétences, de tout ce que tu sais déjà sur le sujet, qu'est-ce que tu préconises en matière d'habitat? Plutôt l'individuel ou le collectif? Alors, déjà, la loi climat et résilience, elle préconise le zéro artificialisation. Ça veut dire que demain, dès lors que on va construire quelque part, qu'on va vendre des terrains constructibles, il faudra le compenser par des zones naturelles et humides. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de construction dans les années à venir, puisqu'il y aura de moins en moins de terrains disponibles. D'ailleurs, la plupart des plans locaux d'urbanisme prévoient une nette diminution des terrains constructibles hors agglomération, notamment dans les hameaux. Donc, on n'a plus de dents creuses disponibles et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des terrains constructibles disponibles hors agglomération, je dis bien. Hein. C'est une bonne chose pour la préservation de la biodiversité, mais cela nous demande de revoir complètement l'urbanisation des villes. Hein. En construction, le collectif est à privilégier. Ça, c'est vraiment ce que l'on dit depuis 5 ans sur Bill Green. Il faut vraiment qu'on aille vers du collectif. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on revoie nos façons de construire. Alors, déjà, la première chose, c'est peut-être penser à plus d'espaces verts autour de nos constructions. Et pas seulement faire des jardins d'enfants, hein, mais il faut aussi penser potager pour la résilience, pour qu'on puisse un peu plus s'alimenter et ne plus avoir à dépendre de l'extérieur. Je pense notamment dans les milieux urbains. On l'a vécu pendant la période de confinement où c'était compliqué pour s'alimenter. Enfin, on avait des problèmes d'approvisionnement en tout cas. On a besoin aussi pour ces habitats collectifs plus d'espace dans les logements parce que encore une fois suite au confinement on s'est aperçu que le télétravail c'était une solution intéressante mais qu'on n'avait pas forcément les logements adaptés pour ça. Et on a un autre phénomène qui est aussi à prendre en compte, c'est que la population, elle vieillit, et donc il faut aussi que le logement soit adapté à cette population. On peut jouer aussi sur la mutualisation des espaces. Alors, on pense souvent, quand on parle mutualisation, on parle souvent à des pièces comme des chambres, comme une salle de vie qu'on va rajouter dans un immeuble et qui peut servir à tout le monde. Mais on oublie aussi qu'on peut mutualiser d'autres choses. Les biens, par exemple, on peut mutualiser un robot ménager, tous les outillages, on peut mutualiser des vélos et pourquoi pas une voiture. Donc moi, ce que j'aurais tendance à conseiller pour le développement du collectif, c'est d'aller donc vers du cohabitat, ce qu'on appelle aujourd'hui du cohabitat. Donc, il y a plusieurs types de cohabitat. Il y a les habitats qu'on appelle des habitats partagés, des habitats collaboratifs ou groupés, qui sont aujourd'hui définis sous le terme d'habitat participatif. Hein. Donc, tout cela sont souvent travaillés dans le cadre d'une mutualisation hein, et travaillés aussi avec les habitants.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Bill Green, on en parle assez régulièrement. On a aussi autre possibilité de développement de cohabitat, ce sont les éco-hameaux et les éco-quartiers, où là, pareil aussi, on cherche à mutualiser le maximum de choses. Et puis l'ultime, celui qu'on trouve de plus en plus en milieu rural, ce sont les écolieux. Donc les écolieux sont des lieux de vie qui peuvent être un ancien château, qui peut être un ancien domaine, qui peut être un ancien hameau qu'on a transformé, où on a développé un habitat et des activités aussi économiques. Donc là-dessus, on peut retrouver de nombreux articles sur Bill Green pour vous en parler, pour avoir plus de détails. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de réorganiser tout l'environnement de ces habitats. C'est pas seulement l'aspect individuel de l'habitat. Ce qu'il faut, c'est regarder tout autour. Donc, travailler sur l'urbanisme, avec notamment revoir tous les transports, essayer de développer aussi des tiers-lieux, de plus en plus de tiers-lieux qui vont apporter des espaces pour l'activité économique et l'activité culturelle. Et puis, dernier point qui me semble extrêmement important, c'est aussi de redynamiser les commerces de proximité. Parce que on a beaucoup développé ces dernières années les centres commerciaux, mais ces centres commerciaux, elles nécessitent pratiquement tous d'avoir des voitures pour aller dans ces centres commerciaux. Et ces centres commerciaux sont tellement approvisionnés par différents types de commerces, que on se retrouve aujourd'hui dans un phénomène de surconsommation, c'est-à-dire qu'on consomme des biens qu'on n'a pas forcément besoin, et donc c'est pas tellement écologique. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Très bien. Est-ce que d'après toi, on entend beaucoup parler de rénovation énergétique, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de bâtiments, disponibles en France, des maisons abandonnées, ce genre de choses, mais parfois c'est compliqué à rénover. Est-ce qu'il vaut mieux construire ou il vaut mieux rénover? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, idéalement, construire, c'est construire la maison de ses rêves. C'est vraiment construire ce que l'on veut. Mais jusqu'ici, on avait l'habitude de calculer l'impact environnemental d'un habitat par ses émissions de gaz à effet de serre lors de son exploitation au quotidien. Donc tout ce qu'il y a, ce qu'on utilise au quotidien, le chauffage, la climatisation, tous les équipements électroménagers, ça consomme de l'électricité. Et on disait il faut absolument ou d'autres sources d'énergie. Ça peut être aussi du fuel pour le chauffage, ça peut être du gaz. Et donc, ce qu'il fallait, c'était réduire son impact environnemental sur la consommation de ces énergies. Mais depuis quelques années, on a changé un petit peu de fusil. On rajoute plus d'éléments, on n'a pas vraiment changé, on rajoute d'autres éléments. On prend désormais en compte son impact global, c'est-à-dire dès sa conception jusqu'à son recyclage quand c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, qui est calculée généralement sur une durée de 50 ans. Donc ça, c'était aujourd'hui le paramètre qu'on avait pour savoir quel était l'impact environnemental d'un bâtiment ou d'une maison, d'un habitat. Mais depuis, on a eu des études qui ont été faites, notamment par l'ADEME, qui a fait une excellente étude en 2019 pour comparer l'impact d'une construction à celui d'une rénovation de type BBC, donc un bâtiment basse consommation. Et le résultat, il est vraiment sans appel. La quantité de matériaux à mobiliser en tonnes par mètre carré entre une construction neuve et la rénovation d'un logement est de 40 à 80 fois plus pour le neuf. Donc selon le type de bien. Donc c'est quand même clair. À partir de là, la question se pose plus. On a pratiquement tout dit. Il faut limiter la construction car elle demande plus de ressources. Donc c'est vraiment ce que nous dit cette étude. Mais par contre, alors c'est vrai que la construction, elle a aussi d'autres inconvénients en termes je dirais, d'impact écologique. D'une part, elle va artificialiser les terres. On va mettre des dalles béton, on va faire disparaître des zones humides qui sont très utiles à la biodiversité. On va avoir aussi des coûts financiers cachés. Le foncier est de plus en plus cher. Il faut faire un permis de construire et c'est de plus en plus compliqué, notamment avec la dernière réglementation environnementale 2020. Et puis, il faut se raccorder à tous les réseaux. Donc ça aussi, c'est des coûts qu'on a souvent du mal à déterminer au départ d'un projet. Dans la valorisation aussi du bien, c'est de plus en plus compliqué en fonction des choix réalisés de savoir quelle va être la valorisation de ce bien. Et puis, il faut se dire que quand on construit, on n'a aujourd'hui quasiment aucune aide financière. Ce qui n'est pas le cas
pour la rénovation. Mais la rénovation présente aussi ses inconvénients, le coût d'acquisition. Moi, je dirais qu'il faut privilégier des biens qui sont plutôt d'un DPE, donc le classement énergétique du bien, de type F ou G. Parce que en ce moment, ces types de biens sont en chute libre au niveau des prix. Donc c'est quand même assez intéressant de regarder du côté de ce type-là de biens et de les rénover parce que on peut avoir des aides. Dans la rénovation, par contre, on a aussi une autre problématique, c'est la conception d'origine. Ça demande souvent des adaptations et notamment dans l'aménagement et puis surtout sur l'aspect qui est indispensable aujourd'hui, c'est sur le confort thermique et donc ça demande des investissements. On a aussi dans ces biens-là, on a aussi des vices cachés. Je pense notamment à des problèmes d'humidité. Je parlais tout à l'heure des terrains argileux qui peuvent générer aussi des pathologies sur le bâtiment. On a aussi des fuites qui peuvent être cachées, des fuites d'eau ou des fuites d'air aussi. Et puis on peut avoir aussi des mauvais calculs de portance parce que bah voilà, on avait une charpente qui était étudiée pour mettre un plancher, mais pas pour mettre un isolant en plus. Et puis on découvre qu'on a un plafond qui est en train de s'écrouler. Donc on peut avoir des vis cachées comme ça. On a un autre point aussi qui est compliqué pour la rénovation, c'est le coût. Alors c'est aussi un coût en termes de travaux, mais aussi en termes de temps. On sous-estime souvent le temps qu'il faut pour rénover un bien. Et c'est vrai que ça peut être aussi problématique quand on a un budget très serré. Attention à l'achat du bien en autoconstruction aussi, parce que souvent on a des malfaçons qui peuvent être cachées, qu'on voit pas forcément, et c'est très régulier. Et là, on n'a pas de garantie. Parce que c'est le vendeur qui garantit son bien et généralement il n'a pas les moyens de garantir quand il y a un vice caché qui peut poser des problèmes notamment sur la structure. Alors sur la rénovation, je pense qu'on a un atout quand même qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a des aides financières, je le disais un petit peu tout à l'heure, pour la rénovation thermique du bâtiment. Et ça, c'est quand même pas rien parce que ça peut représenter 50-60 000 euros de travaux. Et donc, si ça peut t'aider, aujourd'hui, il y a des aides grâce à la prime rénov notamment qui permettent de financer une grande majorité de ces travaux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut faire appel à des professionnels, ce qu'on appelle les RGE. Moi, j'aurais tendance à vous renvoyer vers tous nos articles. On a écrit pas mal d'articles sur Bill Green sur construire ou rénover. Vous tapez dans notre moteur de recherche construire ou rénover, où on vous détaille vraiment point par point les intérêts de construire ou rénover. Mais voilà les points principaux que je dirais sur lesquels il faut faire attention, sachant que la rénovation est à privilégier avant tout. Très bien. Mais écoute, pour revenir un peu sur du coup, la construction, personnellement, je suis une vraie fan des tiny house. Et du coup, je souhaitais vraiment savoir ce que toi, tu pensais de ces habitats légers, tiny house, yurt, etc. Oui, ce sont effectivement des habitats légers. Donc c'est un mode de vie qui va s'inscrire dans le temps pour moi. Je pense que c'est pour des raisons tout simplement financières. C'est évident que ça coûte moins cher à construire ou à installer une yourte. C'est aussi un rêve de liberté, d'évasion. Donc mais c'est souvent très illusoire. Et j'ai donné les quelques points sur lesquels il faut être vigilant sur ces types d'habitat. Alors moi, je suis très partisan, des tiny house et des yurts. Mais il faut être vigilant, sur ces quelques points. Sur la biodiversité. Ça, c'est le premier point, et c'est souvent là où il y a des abus. Mais on oublie que derrière, il y a une biodiversité qu'il faut vraiment la préserver, celle-ci, qu'il faut y faire attention. Donc certains ont des intentions qui sont vraiment honnêtes, ils sont très écolos, ils vont vouloir faire attention à ça, mais il y en a d'autres, et je dirais que c'est peut-être souvent la majorité, qui ne vont pas avoir conscience de cette problématique de la préservation de la biodiversité. Autre point où il faut être vigilant, c'est le choix de l'emplacement. Parce que quand on fait construire une tiny house ou on achète une yourte, eh bien, on ne pense pas derrière aux problématiques aux problématiques d'emplacement parce qu'on se dit, une tiny house, ça peut se garer n'importe où, une yourte, ça peut s'installer n'importe où, mais non.
il y a des règles d'urbanisme qu'il faut absolument respecter, sinon ça coûte très très cher. Et donc beaucoup de gens abandonnent leurs projets en cours de route, ils font construire leur tiny house et puis ils s'aperçoivent que ils n'ont pas de terrain pour l'installer et que en mobilité c'est un peu compliqué parce que ça pèse lourd, qu'il faut un véhicule qui consomme de l'énergie. Donc ça c'est aussi une problématique qu'il faut prendre en compte et que donc souvent les tiny houses finissent en fixe pour 2-3 ans sur des terrains constructibles, puisque c'est la seule loi la seule possibilité aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués. On a des articles là-dessus sur Bill Green, mais malheureusement, souvent, la problématique se pose sur l'emplacement. Autre problématique aussi à gérer, c'est sur l'autonomie. Comment bien jauger cette autonomie? Alors, on pense pas souvent aux besoins en eau, aux besoins en énergie, donc à l'assainissement, qui est souvent obligatoire dans un permis de construire. Et ça, c'est des points qui sont aussi à prendre en compte, qui peuvent avoir aussi un impact sur le coût global. Et dernier point, je parlais tout à l'heure un petit peu sur la tiny house, l'avantage de sa mobilité. Il faut aussi penser à sa réversibilité, c'est-à-dire que on peut effectivement mettre en place des tiny house ou des yurts sur certains endroits, mais la réglementation demande à ce que ça soit réversible et qu'on puisse l'enlever à tout moment. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en compte. Moi, ce que je conseillerais, c'est de regarder plutôt à s'installer du côté des villages de tiny house. Il y en a 3-4 en France qui se sont créés, il y en a d'autres qui sont en train de se créer en ce moment, et pourquoi pas en créer, sur des anciens campings par exemple. Parce que dans les années à venir, les campings vont avoir quelques difficultés. On va le voir avec les problèmes d'écologie. On va avoir beaucoup moins d'étrangers qui vont venir en France. Donc il y a beaucoup de campings, notamment dans les milieux ruraux, qui vont se rendre disponibles. Alors pourquoi pas les transformer en villages de tiny house? Et on a aussi on peut regarder aussi du côté des éco-hameaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petits hameaux où il y a du terrain qui peut être constructible ou non, mais qui pourrait être amené à développer un petit village avec des yurts, avec des tiny house, avec des tipis, avec des containers. Voilà, on peut trouver tout un tas de types d'habitats légers réversibles. Et puis on a aussi ce qui s'appelle les hameaux légers. Hameaux légers et ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc on a pour ça une réglementation en France dans la loi ALUR qui propose aux collectivités territoriales d'aménager des zones justement pour ces habitats légers qui s'appellent des zones STECAL. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à parler auprès des collectivités. Et effectivement, on peut à ce moment-là aménager des hameaux légers dans ces zones-là. Et j'aurais tendance à vous orienter vers l'association qui est dédiée à ce sujet-là, qui s'appelle l'association Hameaux Légers et qui justement vous aide et accompagne les collectivités à mettre en place ces zones STECAL. On a aussi d'ailleurs sur le site plein d'articles sur ce sujet-là. On a notamment un intervenant qui s'appelle Joris Danton qui a écrit beaucoup d'articles sur ce sujet-là et qui vous donne quelques pistes justement pour pouvoir mieux vous installer ce type d'habitat, les tiny house ou les yurts. Voilà, j'espère avoir répondu un peu sur ce sujet. Ok, super intéressant. Je voulais revenir rapidement sur l'impact du choix des matériaux, puisque tu nous l'expliquais en début d'épisode, que souvent les déchets étaient très difficiles à traiter, qu'il y avait aussi un problème de disponibilité des matériaux. Donc, est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce point? Alors sur le choix des matériaux, moi je dirais que d'abord, il faut et des solutions techniques aussi. Je pense qu'il faut d'abord regarder, avoir une vision d'ensemble. Je pense qu'avant de commencer à choisir des matériaux, il faut d'abord avoir une vision d'ensemble de la conception, que ça soit en construction, en rénovation, et avoir une vision d'ensemble sur des conceptions qu'on peut appeler aujourd'hui et qui sont très connues des architectes, de type bioclimatique, vernaculaire ou biophilique. Ce sont des conceptions qui permettent d'optimiser l'espace, d'optimiser aussi les apports en chaleur par le soleil, et puis notamment de prendre en compte le choix des matériaux pour qu'ils impactent le moins possible sur la santé, comme je disais au début. Donc moi,
j'aurais tendance à vous conseiller de vous orienter sur ce type de conception, donc bioclimatique, vernaculaire et biophilique. Mais il y a aussi des concepts clés en main qui existent aujourd'hui. Enfin, clés en main, il faut passer souvent par l'autoconstruction, mais il y a des concepts qui sont très intéressants, qui sont très écologiques et qui prennent en compte justement dans la conception le choix des matériaux. Je pense aux maisons bois terre paille notamment, qui sont pour moi aujourd'hui une des conceptions les plus écologiques qui soient. Hein, si on ne fait pas une dalle en béton notamment. Je pense aussi aux earthships, qui sont réalisés à partir de matériaux recyclés et qui ont une conception bioclimatique avec une serre bioclimatique où on peut faire de l'auto-alimentation, hein, faire son potager. Et puis je pense aussi aux earth bags. Ce sont des maisons réalisées à partir de sacs de terre. Donc ça, ce sont des maisons à partir de matériaux locaux ou recyclés. Mais on a aussi des maisons, par exemple, en containers recyclés. Alors attention à l'origine de ces containers, parce que certains peuvent avoir transporté des produits chimiques, notamment. Mais voilà, ça peut être aussi une solution. Il faut pas faire traverser la France ou l'Europe le container parce que ça a un impact aussi écologique, mais il y a des solutions de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il faut s'orienter, si ce type de concept ne vous convient pas, plutôt vers la préfabrication industrielle. C'est-à-dire que tout est fabriqué en usine, les parois sont posées, il n'y a plus qu'à assembler tous les murs. Et ça, c'est, je pense, de plus en plus l'avenir, et ça a un impact un peu moins important sur l'environnement. Voilà pour l'aspect conception, mais je pense qu'il faut aussi qu'on s'arrête sur quelques points pour bien réaliser un habitat écologique, que ça soit en construction ou rénovation. D'abord, il faut penser réversibilité. Il faut penser qu'on puisse transformer ce bien, donc à l'origine, ça pouvait être par exemple un bureau ou une grange qu'on peut transformer en habitation. Faut penser qu'on puisse, pourquoi pas, le déménager. Donc c'est aujourd'hui des tendances qui sont aussi de plus en plus à la mode. C'est qu'on se dit peut-être pourquoi pas ce bien, on l'a réalisé, il a eu un coût. Aujourd'hui, pourquoi pas le déménager demain sur un autre emplacement. Mais aussi, on pourrait pourquoi pas le recycler, le transformer. Par exemple, une maison bois terre paille, vous pouvez quasiment tout recycler ou tout laisser sur place. Il y a rien, je dirais, qui doit aller en déchetterie derrière. Donc ça, c'est l'aspect réversibilité. Et il y a un autre aspect qui est aussi important dans la conception, c'est la sobriété. Il faut penser que le bien consomme le moins possible et qu'on lui mette aussi des solutions low-tech, qui demandent donc beaucoup moins d'énergie à produire ces solutions, qui demandent aussi au niveau de l'exploitation au quotidien moins d'énergie aussi. Dans l'entretien, ça demande aussi moins de produits, moins d'avantages, enfin d'intérêt à entretenir. Et puis dernier point, c'est que c'est souvent recyclable. Donc ça, c'est les deux principaux points, mais je dirais qu'on peut rajouter aussi un point qui est extrêmement important, c'est dans le choix des matériaux, puisque c'est aussi la question, c'est quel type de matériaux. Je dirais qu'il faudrait plutôt privilégier des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc les matériaux biosourcés, ce sont des matériaux d'origine végétale ou recyclés. Et les matériaux géosourcés sont souvent des matériaux qui sont dans la terre, donc la terre le plus souvent, l'argile, on peut avoir besoin aussi, et qui apportent tous un confort thermique important, intéressant, enfin des performances de confort thermique intéressantes, et puis qui sont tous recyclables. Et ça, c'est extrêmement important pour l'avenir. Enfin, il y a un point aussi dans le choix de ces matériaux. Je pense qu'il faut penser résilience. La résilience, c'est la capacité à aujourd'hui ne plus dépendre des autres autour de soi. Et donc, on doit pouvoir être de plus en plus autonome en énergie, mais aussi en eau, et pourquoi pas dans l'alimentation aussi, de faire son propre potager. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant qu'on pourrait aussi développer. Mais je voudrais juste dire une chose là-dessus sur l'autonomie, c'est qu'il faut faire très attention à comment jauger cette autonomie. Parce que plus on va être autonome, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, plus on va vouloir être autonome et plus ça va demander de temps à consacrer. Et donc il faut vraiment
bien jauger, bien faire attention à ça, parce que un potager, ça demande du temps. Si on veut des énergies renouvelables, ça demande aussi de l'entretien, ça demande aussi pour l'eau aussi, ça demande un petit peu de suivi. Donc faire attention à ça, de bien jauger son niveau d'autonomie. Très bien. Écoute, pour clôturer cet épisode, j'avais une petite question bonus à te poser. On le sait, il y a beaucoup d'arnaques dans le monde de la construction, malheureusement, pour les victimes. Voilà, souvent c'est un peu irréversible et c'est compliqué derrière de se relever. Comment on peut se prémunir des arnaques en construction et rénovation dites écologiques? Alors effectivement, le terme écologique est beaucoup utilisé de la part des constructeurs, enfin de la part des gens qui sont dans le domaine de la construction et de la rénovation. Donc moi, je dirais que la première chose, c'est ne pas se fier au label RGE et au label Éco-Artisan. Ce sont des labels, alors RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Éco-Artisan, c'est un label qui a été monté par un syndicat des artisans. Ils n'ont aucune garantie de gage de qualité. Ça, c'est absolument clair. Un artisan ou un professionnel de son secteur, il va forcément privilégier ses solutions. Il n'aura pas une vision d'ensemble du bâti. Donc, il va vraiment vous dire que c'est lui qui a la meilleure solution, que c'est lui qui va vous proposer le meilleur matériau. Donc, ne pas se fier à ça. Donc, je dirais qu'il faut surtout essayer quand c'est possible et quand vous avez des gros travaux à réaliser, de vous faire accompagner par des professionnels. Ça, c'est le point le plus important, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Alors, comment on peut choisir ces professionnels ? Moi, j'aurais tendance à orienter vers 3 types de professionnels. Le premier, ce sont les architectes, parce que c'est eux qui ont le plus la vision d'ensemble du bâti. Donc, vous orientez vers des architectes qui sont signataires du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Pourquoi ? Parce que c'est un manifeste qui engage justement à aller vers plus de sobriété et donc à faire attention dans le choix des matériaux, dans le choix des solutions techniques. Donc ces architectes, faites plutôt regarder s'ils sont signataires du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Ce sont des gens qui ont une conscience écologique, on va dire. Deuxième possibilité de professionnel, c'est un réseau qui est assez récent, qui a 1 an, mais qui s'appuie sur l'expérience d'une 30aine d'années d'un professionnel qui s'appelle Claude Lefrançois, qui a beaucoup œuvré dans l'éco-construction et qui a monté le réseau des habitologues. Et ces habitologues, ils ont une vision globale du bâti, notamment dans l'ancien. Et ça, je pense que c'est un réseau qu'il faut, pourquoi pas, privilégier dans votre recherche si vous avez un bâtiment ancien à rénover, par exemple. Et puis, si vous voulez choisir des artisans ou des professionnels, regardez sur leur site internet, sur leur prospectus, sur leur stand, s'ils affichent clairement leur engagement environnemental ou écologique. S'ils l'affichent clairement, c'est qu'ils ont envie de le dire, ils ont envie d'y aller. S'ils l'affichent pas, c'est qu'ils ont peur, qu'ils ont honte, et si ils ont un discours qui vous dit qu'ils sont écologiques, c'est souvent du greenwashing derrière. Donc, regardez des gens qui affichent clairement leur engagement écologique. Ça, c'est un conseil que je donnerais. Alors, c'est vrai que tout ça, ça a un coût supérieur, mais on s'y retrouve au final. On s'y retrouve toujours parce que vous allez vous y retrouver au niveau des économies d'énergie, vous allez vous y retrouver dans le confort, et vous allez vous y retrouver aussi au niveau de la préservation de votre santé. Et ça, c'est des points sur lesquels on ne peut plus transiger aujourd'hui. Donc, moi, j'aurais aussi tendance à vous donner une petite astuce, c'est d'aller sur notre site internet. On a un annuaire des professionnels de l'éco-habitat. Ces professionnels, on les a sélectionnés pour leur engagement écologique. On sait qu'ils se sont formés à différentes techniques de co-construction. On sait que ce sont des gens sérieux. Donc, regardez déjà de ce côté-là. Et après, je vous dis, architectes, habitologues, artisans, professionnels, mais qui sont engagés et qui le disent fièrement et clairement sur leur support. Voilà ma conclusion. Super, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, merci tout simplement d'avoir accepté de passer sur The Big Shift. C'est encore un nouveau thème à aborder aujourd'hui et qui nous aide vers une meilleure transition écologique. Merci Pascal. Merci Célia. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact.
À très vite pour le prochain épisode.